11h55, donc on va reprendre tranquillement nos développements avec la présentation de Madame Salcevic. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà un point de vue juridique, celui du droit pénal. Et donc nous allons parler du trouble mental et de ses implications sur la responsabilité pénale. Les personnes souffrant de troubles mentaux ont depuis toujours une place particulière en droit pénal. Déjà en droit romain, le code justinien prévoyait le crime n'est engagé que si la volonté coupable est présente. Au Moyen Âge, selon saint Augustin, l'absence de volonté exclut la faute. Il en était de même en droit coutumier. On disait la démence exclut le crime. Quant au Code pénal de 1810, son article 64 prévoyait « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il était contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister ». Le Code pénal de 1994 a conservé l'idée principale qui animait déjà le législateur en 1810, suivant laquelle donc, il fallait réserver un traitement particulier, un traitement spécial aux personnes qui effectivement souffraient de troubles. Cette fois, on ne disait plus les déments ou la démence. Le Code a introduit un terme qui est à la fois plus rigoureux et plus large, c'est celui de troubles psychiques ou neuropsychiques. Et effectivement, cette notion figure à l'article 122 du Code pénal, dans sa dernière version, qui est effectivement de la loi du 15 août 2014. Et effectivement, d'après cet article, qui est situé dans la partie du Code relative aux causes d'irresponsabilité, d'après cet article, on peut distinguer deux situations. Une première où effectivement l'agent ou l'auteur des faits a eu son discernement aboli. C'est ce qui est prévu effectivement au premier alinéa. En cas d'abolition du discernement, l'infraction n'est pas imputable. Et il existe aussi une deuxième possibilité lorsque le discernement est altéré. Donc effectivement là, la responsabilité existe, mais effectivement, elle sera atténuée puisque l'agent encourt seulement une peine qui sera réduite d'un tiers par rapport à ce qui est encouru normalement. S'il s'agit d'une infraction pour laquelle la réclusion criminelle à perpétuité est prévue par le Code, cette peine sera ramenée à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Aussi, il est possible que le juge, par une décision spécialement motivée, prive l'agent, l'auteur des faits, de cette faveur, on va dire, du législateur. Et on va préciser également que pour appréhender cette question des troubles mentaux en droit pénal, il faudrait aussi apporter quelques précisions préalables, puisque le public n'est pas seulement juridique, mais également médical, ce qui nous fait très plaisir, et divers, voilà, ce qui nous fait très plaisir, pour expliquer d'abord qu'effectivement, en droit pénal, il y a deux grands principes qui sont présents et qui gouvernent cette matière. C'est d'abord le principe de l'égalité des délits et des peines, et ensuite le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Ce sont des principes à valeur constitutionnelle. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Le juge pénal, qui a une grande liberté intellectuelle s'agissant de l'appréciation des preuves, quant au texte, est plus lié par un texte légal que n'importe quel autre juge. Donc, il ne peut pas se détacher de ce texte, donc il est obligé de respecter le texte de la loi de façon stricte. Ce sont des principes qui sont de nature constitutionnelle. On va préciser également aussi qu'il convient de distinguer déjà deux choses qui sont différentes. D'une part, l'infraction elle-même, qui est constituée lorsque les éléments prévus par la loi sont réunis, d'une part, et d'autre part, la responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on a commis un acte qu'on en est forcément responsable, même si la responsabilité reste la règle. Autrement dit, le législateur a prévu ce qu'on appelle des causes d'irresponsabilité qui peuvent être objectives ou subjectives. Objectives, ce sont les faits justificatifs, tels que la légitime défense, par exemple. Lorsque la légitime défense intervient, l'infraction est neutralisée, donc elle est anéantie.
Donc, objectivement, on va dire, elle n'existe plus, entre guillemets. Quant à l'irresponsabilité au sens subjectif du terme, il faut comprendre que l'infraction, qui est un fait juridique, existe, mais elle n'est pas imputable. Donc, effectivement, quand on parle de la démence ou des troubles de discernement, cela ne joue pas s'agissant de l'infraction elle-même, mais elle a des effets sur l'imputabilité. Donc, l'infraction n'est pas imputable à son auteur. Concrètement, cela veut dire que si jamais il y a un complice, le complice reste responsable. La personne qui est l'auteur, si jamais elle est effectivement irresponsable pour cause d'abolition du discernement, donc elle est irresponsable, elle ne pourra pas être condamnée, etc. En revanche, s'il y a un complice, effectivement, le complice pourra répondre de ces faits. Aussi, la victime pourra, qu'on appelle la partie civile, pourra demander des dommages et intérêts. Voilà, donc il faut quand même distinguer tout cela. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque l'application de la loi montre des difficultés, montre de sérieux problèmes dont les conséquences que l'on peut observer, le juge pénal ne peut pas faire évoluer la loi. Cela ne peut venir que du législateur en raison du principe de légalité dont on a parlé. Alors, je vous propose maintenant d'aborder ce sujet de deux façons, en deux temps. Dans un premier temps, nous allons voir d'abord cette définition des troubles psychiques et neuropsychiques. Et dans un deuxième temps, dans un second temps, nous allons voir le régime donc, de ces troubles. Donc, pour ce qui est d'abord de la définition au sens du droit pénal, on va dire qu'effectivement, cette expression, les troubles psychiques et neuropsychiques, est assez riche. Elle comprend beaucoup de situations assez différentes, d'où effectivement un premier point où nous allons proposer donc, la notion donc, effectivement, cette formule qui est prévue par la loi, en citant un certain nombre d'exemples. Et ensuite, nous allons voir dans un deuxième temps comment le juge apprécie l'existence de troubles. Voilà. Alors, d'abord, pour ce qui est de la notion elle-même, donc de troubles psychiques et neuropsychiques, on va préciser d'abord qu'en matière pénale, déjà, et spécifiquement dans ce domaine, il y a une approche casuistique. Autrement dit, le juge raisonne au cas par cas, in concreto. Donc, il va voir au cas par cas si l'auteur, effectivement, avait son discernement aboli ou atténué. Voilà. Donc, effectivement, il y a une analyse au cas par cas, en précisant bien sûr que pour décider de cela, il aura bien sûr besoin de l'avis d'un expert, parfois même de plusieurs avis d'expertise, et il va se fonder sur cela. Voilà. Alors, on va donner quelques exemples aussi pour voir un peu comment cela se présente en pratique. Par exemple, la Cour de cassation a pu approuver une cour d'appel qui a estimé qu'une personne qui était atteinte de psychose dissociative de type schizophrénique était irresponsable pénalement, donc son discernement était aboli. Ce qui est intéressant, c'est de préciser que la personne avait commis donc un assassinat. Autrement dit, c'est un meurtre, homicide volontaire avec préméditation. Pour autant, donc, on a estimé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la préméditation, donc l'assassinat, et l'irresponsabilité de l'auteur. L'auteur s'était procuré un couteau de cuisine qui lui a permis d'effectuer effectivement cet acte. Voilà. Et donc, on avait estimé que cela n'était pas incompatible. Un autre cas concerne une personne qui souffrait de la même pathologie, laquelle, cette fois, avait commis un assassinat sur la personne de son médecin psychiatre. C'est un arrêt de 2017 de la Chambre criminelle, donc le 29 novembre 2017. Pareil, on a pu retenir qu'il y avait assassinat, donc préméditation, malgré donc l'abolition du discernement. D'autres exemples existent aussi, notamment des personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc il y a des exemples où la responsabilité a été retenue, d'autres exemples où elle n'a pas été retenue. Un cas qui concerne une personne qui avait, malgré donc, sa pathologie et l'état dans lequel elle se trouvait, qui avait pris sa voiture et qui a pu conduire.
on a pu établir que l'auteur était conscient que dans son état, il pouvait donc effectivement causer un danger et donc qu'il représentait un danger pour les autres et donc il a été considéré quand même comme responsable. Donc vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des situations où on peut retenir une cause et la même cause dans d'autres cas ne sera pas retenue comme une cause d'abolition du discernement. Quelques exemples aussi intéressants, notamment un cas de sexsomnie. Alors pour vous dire la vérité, avant cet exposé, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui le savent. En tout cas, moi, j'avoue que je ne savais pas. C'est une forme de somnambulisme. Il s'agit donc d'une pathologie. Donc un somnambule, c'est quelqu'un qui ne se souvient absolument pas de ce qu'il fait pendant son sommeil. Donc la personne est capable de marcher sur le toit, partir, etc., en pyjama, souvent, voilà. Mais en tout cas, elle ne se souvient pas de ses actes. Donc la sexsomnie est une forme de somnambulisme. La personne donc n'est pas consciente de ses actes et ses actes sont à caractère sexuel. Donc en l'occurrence, il s'agissait d'une personne jeune, d'un homme jeune qui avait violé 4 femmes, dont 3 mineures. Donc il était considéré comme irresponsable, son raisonnement, son discernement était aboli, mais en raison de la gravité des faits, sur les 4 victimes, 3 étaient mineures. En raison de la gravité des faits, les juges, donc la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, avaient quand même décidé des mesures de sûreté d'une durée de 10 ans. Voilà. Donc s'agissant de ces personnes, donc effectivement, vous voyez, on ne parle pas de peine, ce sont des mesures de sûreté qui peuvent être d'une durée quand même assez importante. Un autre cas aussi a attiré notre attention, c'est le cas de l'amnésie. Là aussi, la jurisprudence est assez variée. Donc, il y a des situations où une personne invoque l'amnésie en disant « oui, je souffre d'amnésie à la suite d'un traumatisme crânien ». Et on s'est aperçu que finalement, oui, c'est vrai, sauf que, in concreto, dans ce cas précis, l'amnésie n'y était pour rien, donc on ne pouvait pas l'invoquer, mais que surtout la personne était alcoolisée et elle avait refusé de se soumettre au test d'alcoolémie. Dans d'autres cas, donc, on a pu retenir l'amnésie comme cause, cette fois, d'atténuation donc, de la responsabilité pénale, parce que la personne qui souffrait donc, d'une amnésie avait agressé des infirmières d'un service où elle a été accueillie, et donc on a estimé que son discernement avait été seulement atténué. Alors, on va constater que d'une manière générale, vous voyez, les pathologies dont il s'agit sont plutôt des maladies, on va dire, intellectuelles, qui touchent le discernement et pas les maladies de volonté. Donc il n'y a pas vraiment d'exemple de kleptomanie ou de pyromanie. Vous voyez, c'est quand même très différent. Mais en même temps, on va rester quand même sur le principe que c'est toujours du in concreto au cas par cas. Voilà. Alors, il y a une situation qui pose plus de problèmes, c'est celle où il y a eu donc effectivement des bouffées délirantes consécutives à un usage de stupéfiants ou d'alcool. Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'affaire Halimi avec une précision préalable. En matière d'infraction involontaire, cette question était résolue par le législateur de manière suivante. Lorsqu'il s'agit de la délinquance routière, si l'auteur d'un homicide involontaire effectivement avait utilisé les stupéfiants, la peine sera aggravée. Donc effectivement, c'est une circonstance aggravante. Déjà, l'homicide involontaire en matière de délinquance routière, tout simplement, est puni plus sévèrement. S'il y a usage de stupéfiants ou d'alcool, donc là, la peine est encore plus aggravée. Donc, il s'agit d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Voilà. Alors, qu'en est-il des infractions qui sont de nature volontaire ? La question n'était pas vraiment résolue avant, on va dire, l'affaire Halimi et avant la loi du 24 janvier 2022. Pour quelle raison ? Parce que l'affaire Halimi avait montré que
déjà il y a des difficultés d'application des règles pénales telles qu'elles étaient avant la loi, et que effectivement le dispositif pénal n'était pas suffisamment étoffé, n'était pas suffisamment riche pour répondre à toutes les questions. Et donc là, nous allons voir comment le juge pénal apprécie les troubles, surtout à travers le prisme donc, de l'affaire Halimi. Quelques observations préalables s'imposent encore. On va dire d'abord que lorsque le juge apprécie si oui ou non il y a eu abolition ou atténuation du discernement, c'est toujours in situ, c'est-à-dire au moment de la commission de l'acte. Voilà. Donc, est-ce qu'au moment de la commission de l'acte, le discernement a été aboli? Et il faut comprendre une chose, c'est que parfois l'acte, c'est un comportement qui dure quelques instants. Voilà. Donc, si effectivement il s'agit d'un homicide, je ne sais pas, un coup de couteau, et ça a pris quelques secondes, est-ce qu'au moment où on a donné la mort, est-ce que le discernement a été aboli? Voilà. C'est quand même très difficile à apprécier, mais effectivement, c'est l'exigence de la loi. C'est comme ça. Deuxièmement, les juges du fond ont ici ce qu'on appelle un pouvoir souverain. Autrement dit, la Cour de cassation ne peut pas se substituer au juge. Elle ne peut pas dire « Ah ben non, je ne suis pas d'accord, moi j'aurais fait autrement ». Peut-être, mais ce n'est pas le cas. Voilà. En revanche, la Cour de cassation contrôle la motivation des décisions. Si la décision n'est pas bien motivée, elle peut casser pour des raisons, on va dire, disciplinaires, parce que l'arrêt n'est pas bien motivé. Mais il n'y a pas de substitution. Et troisièmement, on peut déjà deviner un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de présomption d'irresponsabilité. Autrement dit, une personne qui souffre d'une pathologie ne peut pas se prévaloir de cela a priori. Donc, on ne peut pas dire « j'ai telle ou telle maladie, donc je suis responsable ». Non, il faut savoir si, malgré cette maladie, malgré cette pathologie, in concreto, effectivement, on a pu constater que le discernement avait été aboli. Et le problème s'était posé surtout lors de l'affaire Halimi, puisqu'il s'agissait d'une personne qui souffrait de graves troubles psychologiques et psychiques, et cette personne était également un consommateur régulier du cannabis. Donc, à un moment, en raison donc de sa pathologie, donc il y a plusieurs facteurs qui étaient invoqués. Donc, elle a commis un certain nombre d'infractions et surtout, elle a défenestré une dame qui était sa voisine et qui était de confession juive. Lorsque la personne a été expertisée, donc 3 collèges d'experts se sont prononcés. Un premier qui a constaté que son discernement était seulement, on va dire, altéré. 2 autres collèges d'experts se sont prononcés et ils ont décidé que le discernement avait été aboli. Donc, on en a un qui dit altéré et 2 qui disent aboli. Bon, le juge dit aboli, 2 contre 1, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Après, aboli, mais pour quelle raison? Il faut quand même aussi motiver de façon assez précise. Et donc, il y a un collège d'experts qui estimait qu'il y avait en fait 2 raisons conjuguées, la consommation de stupéfiants plus la pathologie. Et le 3e rapport d'expertise disait c'est que la consommation de stupéfiants. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, il faut choisir. Le juge, c'est quelqu'un qui tranche. Et les juges du fond avaient dit c'est la consommation de stupéfiants. Consommation de stupéfiants, effectivement, abolition de discernement, conséquence, irresponsabilité. Et vous le savez très bien que cette affaire avait suscité beaucoup d'émotions et que le législateur était amené à réagir. Et on va expliquer maintenant donc quel est le régime juridique qui est issu finalement de tous ces changements, en précisant que lors de l'examen du pourvoi en cassation, il a été proposé au juge pénal de prendre en considération le fait que l'auteur des faits avait consommé de façon volontaire les stupéfiants. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'effectivement, le juge pénal est celui qui est le plus lié par le texte, et le texte ne prévoyait pas, donc l'article 122.1, donc ne prévoit pas les différentes causes
d'abolition du discernement ou de l'altération du discernement. Et en droit, il y a donc effectivement un adage très connu, donc un principe très connu, qui dit qu'on n'a pas le droit de distinguer là où la loi ne distingue pas. Donc le juge pénal qui est lié par le texte ne pouvait pas prendre en considération le comportement antérieur, donc effectivement, à ce qui s'était passé. D'où l'intervention du législateur, parce que finalement, il y avait visiblement un problème relatif à l'application de la loi. Alors, quel est donc le régime qui ressort donc de tout cela, donc de ces interventions du législateur? Quelles sont les conséquences? On va dire d'abord que lorsque une infraction est commise par une personne dont le discernement a été aboli, il y a une procédure spéciale, une procédure particulière, qui est introduite par une loi du 25 février 2008, et c'est la procédure de déclaration d'irresponsabilité. Autrement dit, il y a une décision de justice, il y a une véritable procédure, donc on ne peut pas dire « il ne s'est rien passé », non, il y a une véritable procédure qui aboutit à une décision de justice. C'est la déclaration d'irresponsabilité. Et cela permet aussi aux parties civiles de demander à la même occasion donc, des dommages et intérêts, donc la réparation donc, du préjudice qui leur a été causé. Voilà. La loi de 2022, donc, elle a aussi apporté quelques aménagements à ce dispositif, mais on ne va pas y entrer maintenant. On va dire simplement quelles sont les conséquences les plus importantes qui résultent effectivement de ces changements qui se sont produits. Alors, comment s'est pris le législateur? Donc, surtout sur deux plans, on va dire. Donc, il s'est dit qu'il faut absolument faire quelque chose de deux manières différentes. Premièrement, la première idée qui était proposée et qui était retenue était de réduire le champ d'application des causes d'irresponsabilité en disant il n'est pas normal qu'on puisse se prévaloir dans certains cas de l'irresponsabilité pénale, lorsque la consommation de produits psychoactifs était volontaire. Donc voilà, la première idée, c'était la limitation des causes d'irresponsabilité. La deuxième idée, c'était la création d'un certain nombre d'infractions de caractère volontaire qui comprennent donc effectivement la consommation de substances psychoactives, donc effectivement de façon volontaire. Et on va s'arrêter sur ces deux points. Donc la première situation, celle où l'agent ne peut pas se prévaloir de l'article 122-1, en précisant d'abord que effectivement cet article est emblématique. Et les rédacteurs donc voilà, de la loi craignaient aussi la censure du Conseil constitutionnel. Ce qui fait que l'article, qui est un grand principe du droit français, donc on avait dit c'est toute une tradition, hein, les personnes qui souffrent de troubles ne sont pas responsables. Donc l'article en tant que tel a été conservé, donc il n'y a pas eu de changement s'agissant de l'article lui-même, mais on a ajouté deux autres articles, donc 122-1, donc le tiret normalement on ne prononce pas, mais voilà, et 122-2, voilà, qui précise dans quel cas on ne peut pas se prévaloir de l'article 122.1, autrement dit, où on ne peut pas être considéré comme irresponsable. Et donc effectivement, grosso modo, le législateur propose plusieurs conditions. Donc on ne peut pas se prévaloir de l'abolition du discernement lorsqu'il y a eu une consommation volontaire de produits psychoactifs dans un temps voisin, très voisin de l'acte. Donc il faut savoir in concreto ce que c'est. Dans l'affaire Halimi, c'était 48 heures avant la défenestration. Voilà, donc c'est au cas par cas. Ensuite, cette consommation a eu pour effet l'abolition du discernement et aussi, l'aspect le plus difficile, il faut aussi établir que la consommation était faite avec le dessein, donc avec l'intention de commettre une infraction. Donc un dol spécial, donc vous vous doutez bien qu'il est très difficile de prouver tout cela, donc il est très difficile donc, de démontrer tout cela, donc le lien de causalité, l'intention et tout ça, ce qui fait que, de fait, ces dispositions vont s'appliquer de façon
tout à fait exceptionnel pour être élégant. Voilà. Donc, conscient de cette difficulté, le législateur a aussi créé des infractions volontaires particulières qui sont construites de façon suivante, et c'est le dernier point. Ces nouvelles infractions volontaires, comment sont-elles construites? Donc, vous voyez, jusqu'à présent, donc, on avait dit qu'il était impossible de faire entrer dans le champ de la loi pénale le fait que l'agent ait consommé volontairement des substances psychoactives. Alors, comment sont construites ces nouvelles infractions? Premièrement, il faut qu'il y ait donc une consommation volontaire de produits psychoactifs, c'est-à-dire l'usage d'alcool, stupéfiants, etc. Donc là, lorsqu'il commet cet acte, donc cette consommation, l'agent est conscient de son comportement et il est conscient du fait qu'il puisse causer, donc effectivement, délibérément un danger. Bon. Donc il y a effectivement un comportement conscient. Cette consommation a pour effet l'abolition du discernement et pendant l'abolition, donc l'agent commet soit l'homicide volontaire ou l'acte de torture et barbarie, ou les violences volontaires, ou un viol. D'accord? Donc, vous voyez, donc, il y a donc effectivement consommation, abolition, plus commission de ces 4 infractions qui sont très graves. Alors là, c'est pareil. On constate aussi qu'il y a toute une, comment on veut dire, toute une série de détails, toute une série de conditions qui rendent la preuve très difficile et on ne peut pas s'empêcher de se poser la question suivante, est-ce que cela aurait changé quelque chose si ce dispositif avait été en vigueur au moment de l'affaire Halimi? Rien n'est moins sûr. C'est très difficile déjà de savoir quelle était la véritable cause, quelle était la cause déterminante. Voyez? Et quand on voit aussi les difficultés de la preuve, on a beau avoir tous les dispositifs que l'on veut, lorsqu'il y a un problème de preuve, là, effectivement, l'application de la loi devient difficile. Et là, il faut se dire aussi qu'il convient de distinguer, vous savez, ce qu'on appelle la vérité judiciaire de celle qu'on appelle la vérité tout simplement. Ce n'est pas toujours la même chose. Voilà, je vous remercie. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, maintenant, on peut passer à la table ronde. Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai pas forcément de questions, mais plus une réflexion sur le sujet. Je trouve que cet élément intentionnel, il est vraiment problématique et on va peut-être le retrouver dans les prochaines lois sur les accidents de la circulation. Et en fait, ça va bloquer l'application d'articles qui sont pourtant nécessaires. Donc, c'est un vrai problème qu'on n'a pas résolu. C'est regrettable, d'autant plus qu'on a l'impression qu'en droit pénal, en tout cas, et en procédure aussi, c'est que chaque fois que le législateur intervient, c'est pour rendre les choses plus compliquées. Oui. On a envie de dire, mais faites simple. Quand c'est compliqué, il faut faire simple. Je ne sais pas, mais voilà. Mais là, c'est inextricable. Et si vous voulez, c'est également un facteur d'insécurité. Parce que quand les lois changent, c'est un facteur d'insécurité pour tout le monde, pour le juge, qui se dit si je n'ai pas bien compris, il n'y a pas de jurisprudence, est-ce que je vais être sanctionné, censuré par la Cour d'appel ou la Cour de cassation, pour les avocats, pour le justiciable. Donc vous voyez, cette façon de légiférer très souvent, surtout en droit pénal, effectivement, est une source d'insécurité. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on réagit souvent sur le coup ? Il se passe un drame et puis on se rend compte que la loi n'est pas complète et puis du coup on est dit... Ah ben c'est la grande tradition. Oui. On court après les faits divers. Oui. On court après les faits divers. Les Français voudraient, voilà, généralement on réfléchit avant. Le législateur a besoin de réfléchir. Voilà, la loi c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose de posé. Et elle traduit une vision aussi, ce dont on a parlé tout à l'heure, une vision aussi de la société, une vision aussi d'une politique que l'on veut. Après, il est vrai que les choses vont très vite. Les choses vont très vite, mais si vous voulez, cette façon qui consiste à changer les lois de façon partielle, où il faut faire une articulation entre les dispositions existantes et les dispositions nouvelles, ce n'est pas toujours forcément une très grande réussite. Voilà. Bon. Après, je passerai le micro à M. Langlaroy. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Ah oui. Comme vous voulez.
Bonjour, merci. Donc, là, j'ai une petite remarque à faire. Moi, je parle en tant que... Donc moi, je suis psychologue en milieu carcéral, en psychiatrie en milieu carcéral, depuis quelques années. Et donc, en centre de détention, donc avec des gens déjà condamnés depuis longtemps, sur des longues peines, tout ça. Et alors là, c'est juste j'observe un peu ce que je vois en fait. Donc je ne sais pas du tout au niveau juridique comment ça se passe exactement, et je comprends la difficulté dans ce que vous avez dit. Donc on a quand même, en tout cas moi dans mes suivis, j'ai eu quelques-uns de personnes, on va dire, qui sont schizophrènes, donc psychotiques, délirantes, donc stabilisées en prison parce que traitées, etc. Et qui ont pas du tout bénéficié ni de l'altération du discernement, ni l'abolition. Enfin, j'imagine en tout cas. Alors, du coup, avec toujours ce que vous dites, hein, s'il y a eu de la drogue avant, si la personne n'était pas traitée, on peut dire que volontairement elle n'était pas traitée. Du coup, peut-être que ça la rend coupable encore plus, j'imagine. Et c'est vrai qu'on a pas mal de cas où, moi, j'ai des schizophrènes qui n'étaient pas forcément diagnostiqués schizophrènes au moment du passage à l'acte, par exemple même des migrants, des personnes traumatisées qui arrivent, qui sont schizophrènes, qui ont quitté leur pays dans un élan fou, et puis qui vont tuer quelqu'un, violer quelqu'un, etc. Et alors l'idée, c'est pas de pas punir les gens, hein. Moi je suis pas là-dedans, hein, mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, en tant que psychologue de mes suivis, je vois bien avec les psychiatres, etc., que c'est des gens qui étaient schizophrènes et qui étaient dans un délire de persécution au moment des faits. Alors bon, après, je ne suis pas expert, mais on peut quand même se poser la question un peu de la difficulté de vraiment trancher, comme vous dites, s'il y a ou pas altération. Sachant que dans la schizophrénie, il y en a plein qui prennent des toxiques tout le temps. Ils sont tous toxicos, enfin pas tous, hein, j'exagère. Mais il y en a beaucoup de toxicomanie, parfois pour gérer les angoisses psychotiques, etc. Et du coup, si on retient que la personne n'a pas pris son traitement parce qu'elle était en errance et du coup elle est volontaire, ça pose problème. Enfin, c'était pour dire un petit peu cette réflexion-là. Et puis la double punition aussi. Après, je vois hein, l'idée, en effet, il y a les victimes. De toute façon, il faut là, que la justice intervienne pour les victimes. Mais c'est des gens qui vont aussi prendre l'atténuation. Alors moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que parfois, ils prennent même plus, parfois, de temps de prison. Notamment parce qu'il n'y a pas de culpabilité, parce qu'il y a schizophrénie, on n'est pas dans la culpabilité, on n'est pas dans tout ça. Et c'est des gens qui ne vont pas être aménagés non plus, parce que l'aménagement, ils ne l'auront pas, parce qu'ils sont quand même un petit peu fous encore. Donc en fait, ils vont prendre la peine pleine, et en prison, en plus, ça va être compliqué, parce qu'en plus, en étant psychotique en prison, là, ils vont sortir moins que les autres, ils vont être vulnérables, etc. Enfin, c'est pour dire que du coup, c'est quand même une question complexe, et je ne sais pas, par rapport à l'époque, moi j'ai pas travaillé à la question, mais je ne sais pas si c'est mieux, pire, voilà, si c'est dépendant des experts, des juges, du fait social, de tout le monde, voilà. Pas vraiment de questions. Je ne sais pas s'il fonctionne normalement. Écoutez, je vous remercie de votre intervention. Nous avons eu l'année dernière un colloque sur la santé en prison, justement, où ces questions ont pu être invoquées. Et il est vrai qu'il y a toujours plusieurs facteurs. Comment vous dire, en tout cas pour moi, la justice, c'est un équilibre où on tient compte des intérêts de tous, des intérêts non seulement de la victime, mais aussi de celui qui va répondre de ses actes et aussi des intérêts de la société. Il est vrai que, surtout, vous connaissez ça mieux que moi en tout cas, en raison du contexte dans lequel se trouvent ces personnes, où il y a une surpopulation carcérale, comment voulez-vous qu'ils aillent mieux? Il est vrai que dans le milieu carcéral, ils peuvent bénéficier d'un traitement, il peut y avoir peut-être une régularité qu'ils n'ont pas lorsqu'ils sont libres. Est-ce qu'ils sont libres? Vous voyez, donc quand on est libre, ça suppose aussi la capacité de se prendre en charge. Ça suppose aussi, vous voyez, une responsabilité d'aller voir le médecin, de prendre son médicament, voilà. Ce qui, dans les situations de précarité, est très difficile. Et il est vrai que c'est un peu ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est le cercle vicieux. C'est parce qu'on est mal, on est très facilement éjecté de la société, voilà, très jeune, très facilement. On ne peut pas bénéficier, c'est la loi. Le juge, il se fonde sur les avis de l'expert. Hein. Si l'expert dit qu'il n'y avait pas d'abolition, il n'y a pas d'abolition. Voilà. Donc c'est un peu difficile. Voilà. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que, si vous voulez, ce sont des personnes qui structurellement vont mal et que par rapport à la situation où ils sont, ils ne peuvent pas aller mieux. Voilà. En quelque sorte, on constate, si vous voulez, cette multiplication de facteurs, souvent des personnes qui sont en rupture familiale,
et qui, en plus, en liberté, sont dans une situation de vulnérabilité parce qu'ils ne peuvent pas aller quelque part où ils seront protégés. Voilà. Mais c'est vrai que ce que vous dites, ça complète un peu ce qu'on a dit et ce qui était dit aussi l'année dernière au sujet des personnes qui sont privées de liberté et qui ont aussi des problèmes de santé. Voilà. Est-ce que vous voulez dire oui? Je peux me permettre, peut-être, j'en profite pour rebondir, si vous voulez revoir le colloque et réécouter le colloque sur la santé en prison. Vous pouvez retrouver l'enregistrement sur le site de l'Institut Droit et Santé. Voilà. Je peux poser une question pendant que j'ai le micro? C'est une question remarque, je ne sais pas trop comment l'appeler. Tu évoquais souvent la problématique des experts. Alors parce qu'effectivement, tout finalement dépendra de l'appréciation de l'expert, le juge n'étant pas spécialiste des maladies psychiatriques. Est-ce qu'il y a un aménagement particulier pour la désignation des experts en matière sur ces questions d'irresponsabilité pénale? Je pense par exemple à un parallèle à la commission d'indemnisation des accidents médicaux. D'office, on désigne 2 experts. Est-ce qu'on pourrait imaginer comment se passe une contre-expertise, enfin, voilà, toutes ces problématiques autour de la désignation des experts et de leur rôle dans la décision? On est dans une logique un peu différente dans la mesure où effectivement le juge va nommer des experts qui sont inscrits et bien sûr on peut toujours aussi proposer une expertise privée. Par exemple, dans un des cas que j'ai cités où il s'agissait d'une personne qui invoquait une amnésie, la personne est arrivée avec l'avis d'un expert en disant voilà, il souffre d'amnésie. Il souffre d'une amnésie, sauf que, ce qui était vrai, sauf que par rapport aux faits qui se sont produits, l'amnésie, elle n'y était pour rien, enfin, ou pour pas grand-chose en tout cas. Voilà. Non, pas forcément. Pas forcément. Parfois, il y a plusieurs experts. Hein, donc, en fonction de la complexité des faits, moi, j'ai vu des situations où il y a eu plusieurs rapports d'experts. Donc là, on a eu 3. Dans l'affaire Halimi, j'ai vu des affaires où il y en a eu plusieurs. Il y a parfois aussi, on va dire, des guerres entre les différentes écoles d'expertise. Il y en a un qui dit c'est comme ça, l'autre qui dit c'est autrement. Et le juge doit trancher en fonction de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est difficile aussi. On ne peut pas lui reprocher aussi d'avoir pris une décision lorsque nous, on ne la partage pas. Voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir bien sûr plusieurs expertises. Moi, j'ai vu des affaires où il y a eu effectivement encore plus que 3 experts. Et donc le juge, de toutes les façons, parfois on a plusieurs expertises concordantes, puis une qui est dissidente, mais il faut comprendre quand même que c'est toujours le juge qui a le dernier mot. Voilà. Donc on a vu dans l'affaire Halimi, c'était 2 contre 1. Ben, il a dit voilà, abolition. Enfin, on peut comprendre aussi. On peut comprendre aussi. Je pense que vous vouliez poser une question. Juste un élément, il peut y avoir des expertises psychiatriques et psychologiques qui sont faites en même temps et des contre-expertises qui peuvent arriver après en fonction des demandes et des résultats. Moi, j'avais une petite question sur les biais implicites qui peuvent être à l'œuvre à vous écouter là, ou des témoignages. Je me dis, est-ce que vous avez une façon de les mesurer puisque c'est des dires d'experts et que moi, je me rappelle pendant mes études, on avait toujours un cas des États-Unis sur les inégalités sociales, excusez-moi, je pars toujours de là, entre les condamnations entre des personnes de couleur ou des personnes caucasiennes, avec une grosse différence selon le juge, la nature du juge, la nature de la victime, et on reprenait toujours ce cas-là. Est-ce que c'est des choses qui sont mesurées en France sur les biais implicites qu'on peut avoir entre les dires d'experts ou des peines et de la discernement, pardon. Discernement. C'est un peu difficile pour les mêmes raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Donc en France, déjà, ces statistiques ne sont pas... non, voilà. Donc effectivement, c'est pas possible. C'est pas possible, donc on ne peut pas étudier. Mais même si vous voulez, même sur le plan scientifique, parfois on entend les chercheurs étrangers qui disent « Oui, je voulais savoir quelle était la situation en France, mais en fait, il n'y a pas de statistiques pour les mêmes raisons. » Voilà. Oui, voilà. Oui. Ça fait du sport.
Une question assez simple, j'imagine. Une infraction qui est commise dans un EHPAD, quelle est l'incidence sur la responsabilité du directeur de l'EHPAD ou du personnel dans le cadre où il y aurait un défaut de surveillance qui aurait entraîné justement une infraction? Est-ce que vous avez des cas d'école? Alors ici, non, c'est une problématique qui est un peu différente, bien que l'âge qui comporte souvent aussi des maladies constitue une cause de vulnérabilité, mais c'est une problématique qui est un peu différente de celle-ci. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut distinguer deux responsabilités différentes. La responsabilité des personnes morales, donc l'EHPAD en tant que personne morale peut être pénalement responsable, et aussi la responsabilité du personnel, du directeur de l'EHPAD ainsi que du personnel soignant. Pourquoi? Parce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle pour faute par excellence. Donc on ne peut pas dire que la personne morale va répondre du fait du directeur et que le directeur va répondre du fait du personnel. Chacun répond de ses fautes, donc c'est effectivement un grand principe du droit pénal, mais on va préciser quand même que lorsqu'il s'agit de la responsabilité d'une personne morale, cela comporte souvent, si vous voulez, des conséquences sur la politique de la personne morale. D'accord? Donc effectivement, la faute de la personne morale est appréciée par rapport à la politique qu'elle a menée. Et c'est la même chose pour le directeur. Vous voyez, le directeur, c'est quelqu'un qui quand même prend des décisions, qui peut avoir une influence sur la politique, mais il faut quand même bien distinguer que l'EHPAD, en tant que personne morale, ne va pas assumer des fautes pénales du directeur. Donc c'est au juge aussi de savoir quelle est la responsabilité de la personne morale et quelle est la responsabilité aussi du directeur et éventuellement du personnel. Donc si on a un personnel qui maltraite les personnes âgées, et si effectivement, par exemple, la personne morale n'a pas mis en place des mesures de surveillance, des mesures d'encadrement, donc on peut envisager éventuellement sa responsabilité aussi, mais pas pour cause de maltraitance, mais pour défaut d'encadrement, pour défaut de surveillance ou défaut de traçabilité. Voyez, donc effectivement, cette responsabilité est toujours personnelle, mais on peut donc envisager donc ce cumul de responsabilités, personne morale, personne physique. Voilà. Si vous voulez peut-être un exemple pour se mettre une situation en tête, un patient ou un résident en EHPAD qui va s'en prendre à un autre résident, la famille du résident victime pourra rechercher la responsabilité pénale et ou civile de l'établissement ou d'un professionnel de santé. Généralement, ça sera sur le défaut de surveillance. Ça tourne autour de l'obligation de surveillance. C'est possible. Il faut prouver la faute, donc c'est pas forcément facile. Après, il faut prouver le lien de causalité. C'est vraiment pas évident, mais c'est possible. Alors, je profite des questions que nous posons pour, on va dire, continuer un peu dans le même sens avec la table ronde. Et j'inviterai donc Madame Fromentin, donc Perrine. Excusez-moi, j'avais une dernière question. Je me posais la question de la place du trouble mental et de ses implications du côté des victimes. Lorsque la victime est une personne en situation de trouble psychique ou avec une pathologie psychiatrique, quelle est la prise en compte de ce trouble dans la prise en charge de l'affaire au niveau judiciaire? Alors, si la victime est une personne qui souffre donc de troubles, on va dire qu'effectivement, elle peut déjà, comme n'importe quelle victime, elle a le droit à demander des dommages et intérêts. Donc, elle a le droit de demander effectivement la réparation de son préjudice. Il faut comprendre aussi qu'en droit pénal, dans un procès pénal, en fait, on a deux actions. On a l'action publique du ministère public, qui demande effectivement qu'on constate que l'infraction pénale a été commise et que le responsable soit condamné. Donc il requiert, donc c'est le ministère public. Quant à la victime ne requiert pas. Donc elle a une action de nature privée,
elle demande la réparation de son préjudice. Et donc, ce sont deux choses différentes. D'accord ? Donc, chacun dans son rôle, la victime, dans notre cas, donc la personne qui effectivement souffre donc de ce trouble, qui elle-même est donc effectivement malade, donc elle a droit à des dommages-intérêts. Alors, le fait qu'elle souffre de ce trouble peut nous permettre de la qualifier de personne vulnérable. Donc, s'attaquer à quelqu'un de malade, ce n'est pas la même chose que s'attaquer, déjà c'est pas bien, s'attaquer à une personne qui est en bonne santé. Vous voyez ? Donc effectivement, cela serait donc effectivement une circonstance aggravante et on pourrait donc la retenir contre celui qui agit, mais sur le plan pénal. Vous voyez ? Donc effectivement, sur le plan pénal, cela peut être considéré donc comme une circonstance aggravante. Voilà. Je vous en prie, madame, venez. Et donc, on va entendre aussi Madame Perrine Fromentin.